Dans notre vie quotidienne, nous croisons la route de très nombreuses entreprises. Elles sont très diverses et leurs caractéristiques sont très différentes. Cependant, le fait qu'il existe un mot unique pour désigner toutes ces structures montre bien qu'une réalité commune se cache derrière cette diversité. C'est ce quelque chose de commun que nous allons nous attacher à mettre en évidence en utilisant le point de vue de l'économiste. Cela nous permettra de définir économiquement l'entreprise. L'entreprise peut être représentée comme une boîte. C'est d'ailleurs le mot boîte qui est utilisé pour désigner familièrement une entreprise. Par exemple, il arrive d'entendre quelqu'un dire qu'il travaille dans une bonne boîte ou dans une mauvaise. Quels sont les éléments présents dans cette boîte? Tout d'abord, il y a ce que l'on appelle du capital. Il s'agit de l'ensemble des éléments durables nécessaires à la production. Les bâtiments d'une usine, le ciseau du coiffeur, la voiture du livreur, le crayon du menuisier ou encore l'ordinateur de l'ingénieur ou du professeur. C'est le caractère durable de ces éléments, c'est-à-dire leur utilisation au cours de plusieurs productions, qui nous fait les rassembler sous le terme capital. Cependant, le capital seul ne peut suffire à réaliser une production. Il faut des êtres humains pour faire fonctionner tous ces éléments. C'est ce que l'on appelle le travail. Il prend la forme de personnes qui vont coordonner leurs efforts en utilisant les éléments du capital et mettre au service de ce projet leur matière grise, c'est-à-dire leurs compétences, leur savoir et leur savoir-faire. Comme nous avons pu le voir, ou comme nous le verrons par la suite, le travail peut être considéré comme un capital humain qui rassemblerait l'ensemble des éléments que les travailleurs mettent au service du processus productif, savoir et savoir-faire. On a donc ici ce que les économistes considèrent comme étant les facteurs de production. Ce sont les éléments durables qui constituent le fondement de l'entreprise, son socle. Ces éléments vont se coordonner et se combiner l'un à l'autre pour former la combinaison productive. C'est la qualité de cette combinaison productive qui rendra l'entreprise plus ou moins efficace. Mettre en commun les machines les plus sophistiquées et les travailleurs les plus motivés et les mieux formés ne suffit pas. Il manque la matière première sur laquelle les facteurs de production vont exercer leurs compétences et leurs caractéristiques. Il est donc nécessaire de faire entrer dans le processus productif un certain nombre d'éléments qui vont y disparaître ou y être transformés. Il s'agit par exemple du boulon qui va être intégré à un meuble ou de l'énergie, sans laquelle il n'est pas possible de faire fonctionner un grand nombre d'instruments de production. Ainsi, l'ensemble des éléments apportés au processus productif qui vont être détruits, transformés ou incorporés au cours du processus productif sont appelés consommation intermédiaire par les économistes. Ainsi, l'énergie est détruite au cours du processus productif, le boulon est incorporé au produit réalisé, et le cuir, par exemple, est transformé pour réaliser une chaussure. Ainsi, tous ces éléments sont en quelque sorte intégrés au produit. Ici apparaissent tous les éléments indispensables à la réalisation d'une production. Les facteurs de production constituent les éléments durables, c'est-à-dire qui vont être utilisés au cours de plusieurs processus productifs, et les consommations intermédiaires représentent l'ensemble des éléments qui vont être intégrés au produit. Lorsque tous ces éléments se mettent en mouvement de manière coordonnée, il en sort une production. Cette production peut prendre la forme de biens ou de services, mais quelles que soient les caractéristiques de cette production, l'objectif de l'entreprise est de la vendre. Une fois vendue, la valeur de la production devient le chiffre d'affaires. Par exemple, si une entreprise ne vend qu'un seul produit, à un seul prix, le chiffre d'affaires correspondra au prix de ce produit multiplié par le nombre de produits vendus. C'est la recette de la vente. Mais le chiffre d'affaires va tout d'abord servir à payer les consommations intermédiaires. En effet, ces consommations intermédiaires sont des productions qui vont être réalisées par d'autres entreprises, ici considérées comme des fournisseurs. De la même manière que les consommateurs payent les biens qu'ils achètent, dont ils ont besoin, les entreprises doivent elles aussi payer les consommations intermédiaires dont elles ont besoin,
car aucune autre entreprise n'a intérêt à les leur fournir gratuitement. Par exemple, l'électricité qui est fournie par EDF ou par Direct Énergie n'est pas gratuite. De même, l'entreprise qui fournit les boulons doit elle aussi être payée, sans quoi elle arrêterait de fournir les boulons. Une fois payées les consommations intermédiaires, avec le chiffre d'affaires, il reste ce que les économistes appellent la valeur ajoutée. C'est la richesse qui a été véritablement créée par le processus productif ou plus exactement par les facteurs de production. En effet, on a fait entrer dans cette boîte des consommations intermédiaires produites par ailleurs, et quand elles en sont ressorties, leur valeur était supérieure à celle qu'elles avaient au moment où elles sont entrées dans le processus productif. Il s'est donc bien passé quelque chose dans cette boîte. Les facteurs de production ont ajouté de la valeur à la valeur des consommations intermédiaires. Le travail et le capital utilisés conjointement ont permis de créer de la richesse. C'est cette richesse que nous appelons valeur ajoutée. On peut donc fournir ici une définition économique de l'entreprise. C'est un ensemble de facteurs de production, c'est-à-dire d'éléments durables, appelés capital et travail, destinés à fonctionner de concert pour créer, à partir de consommations intermédiaires, de la richesse.